Donc on reprend cet après-midi avec Caroline Cohen, chercheure en physique du sport au LADIX, c'est le laboratoire d'hydrodynamique de l'École Polytechnique. Donc elle va nous parler de sport et de recherche. Et c'est donc la co-responsable, cofondatrice du projet Sciences 2024, hein, pour perspective des JO 2024 à Paris. Voilà, donc, à toi la parole. Okay. Merci Oriane, merci au bureau à Grégory pour l'invitation, ici en Martinique l'année dernière. Donc oui, je travaille à l'École Polytechnique, donc je suis enseignante-chercheuse et depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec Christophe Clanet, on a lancé un programme d'organisation d'assistance aux sportifs de la part des sciences fondamentales, donc maths, physique et mécanique, qui rassemble 11 écoles d'ingénieurs, dont les arts et métiers, et Philippe Rouche est le représentant ici. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire autour des sciences du sport. Donc, moi, je suis plutôt physicienne, donc je ne sais pas si ça va trop vous intéresser, disons, mais je vais essayer de vous montrer la démarche qu'on adopte au laboratoire. Et cette démarche, on peut l'appliquer à tous les domaines de la physique. Donc, on a pu le faire en aérodynamique pour étudier les trajectoires de balles, par exemple les balles flottantes qui zigzaguent au foot ou au volley. On peut étudier l'élasticité des lames. Nous, on est un laboratoire d'hydrodynamique, donc c'est ça notre principale occupation. Donc, il y a eu des travaux sur la physique de l'aviron, notamment pourquoi ramer de manière synchronisée, sur la natation ou le surf. On fait un petit peu de biomécanique, mais à notre sauce un peu physique, donc un peu simplifiée. Il y a tous les problèmes de réduction de frottement, donc de friction solide, fluide, mixte, des installations fluide-structure et puis des phénomènes collectifs. Bon, ça c'est un peu vague. Le programme, voilà le logo, Sciences 2024. Donc l'idée c'est un peu ce que vous avez dit ce matin, donc faire de la science pour intéresser les jeunes, et le sport pour ça c'est un formidable moyen. Et nous depuis qu'on fait ça fait à peu près 8 ans, à chaque fois on a trouvé des phénomènes assez intéressants, donc, qui nous motivent nous pour notre recherche et qu'on pense qu'ils peuvent motiver les jeunes pour apprendre la science. Donc voilà les écoles qui sont partenaires de Sciences 2024. Et le but, à chaque fois, c'est d'aller voir les sportifs de haut niveau français. Donc c'est pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. Et d'essayer de répondre à leurs questions, qu'elles soient simples ou compliquées, que ce soit des sujets de fabriquer un capteur ou de répondre et monter un projet de recherche. Et je vais vous donner un premier exemple. Ah non, d'abord, pourquoi la science dans le sport ? La réponse, c'est parce que tout compte. Et si vous regardez dans les sports typiques de course, en natation, en aviron ou en ski, vous voyez la longueur de la course, qui peut être 100 mètres en natation, 15 km en ski de fond. Et l'écart à la fin, c'est toujours très faible. Donc une main en natation, une longueur de bateau en aviron, un demi-pied lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Et vous voyez que ça, c'est moins du pourcent, voire le millième de pourcent pour le ski. Et donc, il n'y a rien à négliger. Et si on discute avec les autres nations, là, c'est Per Lundstram, un des managers de la performance de Red Bull. Voilà comment il quantifie la performance d'un sportif. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Ça va de la physiologie, la nutrition, le médical, la créativité. Et il y a une part, c'est la technologie, et c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Et donc, pour prendre tout de suite un exemple concret, la première question qu'on a essayé de comprendre, c'est quand Martin Fourcade est venu au laboratoire et qui nous a demandé comment réduire la glisse des skis sur la neige. Donc ça, c'est un travail qui est fait en partenariat avec le staff de Martin Fourcade et avec Oladix et avec une équipe de l'ENS et notamment Lidéric Bocquet. Donc voilà ce que c'est que le sport de Martin Fourcade, le biathlon. Donc ça consiste en du ski de fond, du ski de skating, où c'est lui le moteur et ce qui s'oppose à son avancée, c'est la résistance du ski sur la neige. Et puis il y a des phases de tir où il doit être précis en plus d'être physique. Et le secret de la glisse du ski sur la neige, c'est ces hommes-là, les hommes de l'ombre, qui l'ont, c'est le fart. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le fart, mais sur un ski, on recouvre la semelle du ski d'une
une pellicule d'un produit magique qui s'appelle le fart et qui va améliorer ou empirer la friction. Et là, Martin gagne. Je ne laisse pas la fin. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de produits, donc tous les fabricants proposent des produits, et les techniciens, ils ont une très très bonne connaissance empirique du fart, mais ils aimeraient bien rationaliser leur choix, donc avoir des outils de mesure, et éventuellement améliorer ces produits-là. Donc, si jamais on veut voir l'effet d'un fart, on peut faire des petits half-pipes de semelles là, et déposer un palais de glace, de neige glacée dessus. Que vous pouvez voir sur la vidéo ici. Vous voyez que dans certains cas, ce palais glisse mieux, ou il glisse moins bien. Et donc là, on a 4 semelles, soit traitées avec sans fart, soit traitées avec un fart et avec différentes caractéristiques. Et vous voyez que c'est sur ce half-pipe là que le palais a glissé le plus longtemps, donc au moins 2 fois plus longtemps. Donc il y a un fort effet du choix du fart. Donc tout ce qu'on sait déjà sur le ski, il y a beaucoup de choses. C'est sur la glisse d'un objet sur la glace ou sur la neige, c'est qu'on va avoir une friction qui va dépendre de la quantité d'eau. Quand on frotte le ski sur la neige, on va produire de la chaleur par frottement et ça va faire fondre une partie de la neige ou de la glace. Et selon qu'on ne chauffe pas assez, on n'a pas assez d'eau, on frotte beaucoup, on a du frottement solide. Si on chauffe trop, on a trop d'eau, donc on adhère, il y a de l'adhésion capillaire ou de la dissipation visqueuse. Et entre les deux, il y a un optimum. Et le fart, son rôle, c'est de se placer dans cet optimum en fonction des conditions de météo, température, humidité, de la qualité de la neige, son âge, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à partir de ça ? Donc on a 2 manières de répondre, une manière macroscopique pour essayer de se rapprocher le plus de ce que le skieur ressent. Donc on a commandé un container frigorifique dans lequel on peut descendre à moins 30 degrés, on l'a installé sur le parking du labo. On a commencé à fabriquer de la neige avec un canon artisanal, juste en brumisant de l'eau et en la faisant geler. Et puis on a construit un banc de traction sur lequel on peut accrocher le ski et mesurer les forces qui s'exercent dessus. Donc voilà une vidéo de l'expérience. C'est digne de la robotique de Sigma Clermont. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et les résultats qu'on obtient, c'est les coefficients de frottement, donc le rapport de la force tangentielle qui est produite par le sol sur le ski avec la force normale, donc le chargement qu'on met sur le ski. Et ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve ces optimums. Donc à basse température, on a beaucoup de frottement. À haute température, on a beaucoup de frottement. Et entre les deux, il y a un optimum. Et suivant qu'on traite avec un bon fart, un mauvais fart, avec un fart haute température, basse température ou autre, on a l'optimum qui se place à une température différente. Mais bon, ça, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est vraiment pour essayer de faire le lien avec le sportif qui se disent « Oui, c'est bien notre problème qu'ils sont en train de régler, pas de faire leur délire de chercheurs. » Et... mince. Et la suite, c'est la réponse microscopique. Donc c'est là, aller de comprendre les mécanismes microscopiques qui se passent et qui sous-tendent et qui expliquent pourquoi le ski glisse bien ou non. Et ça, le dispositif qui est présenté ici et qui est réalisé à l'ENS, c'est le principe de la microscopie à force atomique, mais à plus grande échelle. Donc c'est un diapason. Donc un diapason, ça vibre avec un facteur de qualité très élevé. Et sur une des branches du diapason, ici, on vient fixer une bille. Et cette bille, on va l'approcher de la surface de glace ou de neige et faire vibrer. Et donc de cette manière, on essaie d'accéder aux forces de frottement de la bille sur la surface de glace. Pourquoi ça marche ? Parce que quand la bille s'approche de la surface, il va y avoir une interaction entre la surface et la bille, et ça va modifier la résonance du diapason, changer la fréquence et l'amplitude de cette résonance. Et de là, on peut en déduire les forces en faisant une PLL. Ça, c'est pour vous, je crois. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, à partir de ça, on peut avoir accès aux forces à cette échelle. Et encore mieux, on peut, en ajoutant un mode de vibration normal, avoir accès à la dissipation dans le film liquide et indirectement à son épaisseur. Et ça n'a jamais été mesuré. Et donc ça, c'est les mesures que je vous présente ici. C'est l'épaisseur du film de liquide en fonction de la vitesse.
Vous voyez que l'ordre de grandeur, c'est 100 nanomètres. Et ça, c'est véritablement nouveau. Et d'autant plus que ce qu'on observe en mesurant les forces de friction à cette échelle, c'est que les propriétés de l'eau dans cette échelle à 100 nanomètres et en confinement sont complètement différentes de ce qu'on pourrait observer à l'échelle macroscopique. Et notamment, on observe des viscosités de l'eau qui sont 80 fois supérieures à ce qu'on pourrait attendre à cette température. Et ça, on essaie de comprendre comment ça va jouer dans le maintien de ce film pour la glisse. Donc voilà un exemple de ce qu'on fait en physique du sport. Donc c'est comment améliorer le matériel. Mais on s'intéresse aussi au mouvement humain. Et notamment, donc je vous parle de mêlée parce que tout le monde en a parlé. Et une question qui était venue quand on avait rencontré la FFR, c'était comment produire la force maximale en mêlée. Donc ça, c'est un travail qui est fait au laboratoire et qui est le sujet de thèse de Benjamin Lallemand. Donc voilà ce que c'est une mêlée. Bon, vous avez déjà vu, c'est un assemblement de 2 packs de 8 joueurs qui s'affrontent. Et la question posée par le DTN, Didier Retière, c'était 150 plus 150 égale 200. Donc ça, je l'ai présenté à l'UPS, ils ont tout de suite vu l'erreur. Je sais pas vous. Non, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que il parle en kilogrammes force encore. Il veut dire que si un joueur produit 150 kilogrammes de force de poussée, 2 joueurs vont pas produire 300 kilos, mais 200. Et donc ça, c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Et donc on s'est servi du simulateur de mêlée de la fédération. Je sais pas si du MREX, donc vous l'avez déjà vu ce matin, je vous remonte juste l'image. Donc on s'en est servi, mais on s'en est servi dans sa version simplifiée, donc on l'a fixé, on a juste essayé de mesurer les forces. Donc on l'a fait dans différentes configurations, pour le joueur seul, puis en assemblage à 2, 3, 4, 5, 6, 8. Et vous voyez des vidéos vues de dessus, des expériences. Donc l'intérêt, c'est qu'on a le signal de force au cours du temps, donc c'est ce que vous avez montré tout à l'heure, et on peut le synchroniser avec la vidéo. Ici, vous avez Maca. Lié. Pression. Alors, nous, on travaille avec le Racing, je suis désolée. Et vous avez Patrice. Moi, j'ai voulu mettre une photo du classement du championnat, mais j'ai vu que le Racing était 4e, donc je l'ai pas mis. Et donc, ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est qu'on peut identifier des choses. Donc, si on le repasse en même temps que la vidéo, on peut identifier qu'il y a un pic initial, c'est l'impact. C'est là que la force maximale est développée. Et puis après, le joueur arrive à maintenir un plateau de force assez constant. Et puis on voit qu'il y a des creux ici. Et ces creux, je ne sais pas si vous avez vu la première fois que j'ai passé la vidéo. Mais ces creux, ils correspondent au reprise d'appui du joueur. Lié. Vous voyez que l'ordre de Pression. donc ça, c'est quelque chose qui a intéressé les entraîneurs du Racing. Et donc, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut observer sur ces signaux temporels. Donc ensuite, on a regardé la force produite par l'ensemble des groupes, et on voit que pour un joueur, on a une force entre 1000 et 2000 newtons. 3 joueurs, on a 4400 newtons, alors que la force des individus qui font le groupe est de 5600 newtons. Donc on a 22% de perte. À 5, on a 32% de perte, et à 8, on a 37% de perte. Donc si on trace la courbe, vous voyez ici la force totale en fonction de la moyenne des forces individuelles. On voit que s'il n'y avait pas de perte, on aurait la ligne noire. Et ici, on voit qu'on a jusqu'à 37% de perte. Et c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que oui, dans la mêlée, en fait, ils ne poussent pas tous directement sur le joug, et donc il va y avoir une projection des forces. Donc si on fait la somme de ces forces avec leur angle de projection, donc en faisant des approximations très simples, on arrive à retrouver la bonne loi de perte de force, mais pour ça, on prédit un angle de 140 degrés, un angle de 140 degrés de projection de force, ce qui est beaucoup trop, donc ça veut dire qu'on ne comprend pas tout, on surestime cette projection de force.
Donc, ce qu'on a vu, pour aller un petit peu plus loin, c'était que si on décompose la force produite par un joueur, on a une composante passive qui est due au poids simplement, une composante active due au muscle et une composante inertielle. Donc, quand le joueur va bouger, eh ben, il va augmenter la force de son inertie. Et ce qui nous a intéressé, c'était de comprendre l'origine de ces forces inertielles, parce que c'est de là que vont venir la plus grande partie des pertes. Donc pour faire ça, on s'est intéressé aux vidéos de mêlée vues de dessus, et on a appliqué... Pardon. On a appliqué une méthode qu'on utilise en mécanique des fluides qui s'appelle la vélocimétrie par imagerie de particules, et qui consiste à mesurer en tout point de l'image la vitesse. Donc on décompose l'image en petites cases, et puis on regarde sur l'image d'après où est passée la petite case par autocorrélation. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc vous voyez une vidéo où on a superposé le champ vectoriel des vitesses avec la vidéo initiale. Et vous voyez que donc on voit l'impact que les deux blocs se rencontrent avec une très grande vitesse. Et puis ce qu'on voit après au cours de la mêlée, c'est qu'il y a des zones intenses de vitesse, mais jamais au même endroit au même moment. Donc il y a d'énormes fluctuations de la vitesse, et c'est ça qui produit les forces. Et donc l'intérêt de ce champ vectoriel, c'est qu'on peut l'extraire, on peut le calculer. Donc là, je vous remontre le signal de force de Maca, je crois, en synchronisant la vidéo avec le signal de force. Donc on voit l'impact initial, les baisses de force à chaque fois qu'il reprend ses appuis. Et maintenant, on va comparer ça avec le signal extrait de la PIV, où on peut en calculer la masse fois l'accélération. Et donc on va jouer les signaux en même temps. Et donc vous voyez, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une fluctuation de force, il va y avoir une fluctuation de la masse fois l'accélération. Et à chaque fois que la force va être constante, la masse fois l'accélération va être nulle. Donc tout l'intérêt de cette analyse-là, c'est de pouvoir corréler les fluctuations de force avec les fluctuations de vitesse, et d'être capable, à partir simplement des vidéos de drone ou de la spider cam qu'on peut avoir lors des matchs, de quantifier les fluctuations de force et comment faire gagner ou perdre une mêlée. Donc ça, on peut le faire à 1, on peut le faire à 2. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut calculer le champ de vitesse sur l'ensemble du groupe ou sur un individu pour voir qui c'est qui a fait la faute. Et vous voyez que ça marche assez bien à chaque fois. Dès qu'il y a une perte de force ou un gain de force, il y a une fluctuation de la masse fois l'accélération. Voilà. Donc ça, après, cette technique, on peut l'utiliser pour plein de choses. À chaque fois qu'il va y avoir un champ vectoriel, à chaque fois qu'il va être question de synchronisation ou de coordination, comme en aviron par exemple, on peut essayer de voir si les rameurs sont synchronisés ou non, ce qui va être très important dans la propulsion. Ou pour un boxeur, parce que en discutant avec les coachs de boxe, il faut que le geste soit parfaitement coordonné et la force vient de la jambe et pas seulement du poing. Donc voilà pour la mêlée. On a un autre sujet sur le rugby, c'est celui des commotions cérébrales, dont je peux vous parler un petit peu. Ça, c'est un sujet qui est fait en collaboration avec la FFR, avec Olivier Chaplin, Julien Pissionne, avec Philippe Deck, qui est neurochirurgien à l'hôpital Beaujon, et qui travaille aussi à l'ENSAM, et Sébastien Laporte, et qui est le sujet de thèse de Thibaut Guillet et Juliette Amogé au LADIX. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce problème des commotions cérébrales, mais avec cette vidéo, vous pouvez comprendre ce que c'est assez rapidement. Avec l'augmentation de la masse et de la vitesse des joueurs, les impacts dans tous les sports co deviennent de plus en plus violents. Et une commotion cérébrale, c'est un chaos dans le plus grave des cas. Donc, c'est une violente secousse qui produit une perte de connaissance ou des problèmes neurologiques soit immédiats, soit à plus long terme. Et notamment, il y a une étude qui a été faite sur le football américain, sur l'encéphalopathie chronique traumatique, et qui a montré que sur les 112 joueurs qui ont donné leur corps à la science, il y en a 111 qui avaient ça. Et donc, voilà une image de leur cerveau disséqué à comparer à un cerveau qui n'avait pas d'encéphalopathie chronique traumatique. Et le problème, c'est que ça vient même pas des grosses commotions, ça vient plutôt de petites commotions répétées.
Et c'est ça le problème dans les commotions cérébrales, c'est que les grosses commotions, on les détecte. Donc il y a les médecins, Philippe Deck qui est au protocole commotion de la FFR, il y a tout le temps un médecin à côté du terrain pour sortir les joueurs en cas de commotion. Mais il passe quand même à côté d'après lui, 30% des commotions qui sont non signalées. Et le problème, c'est que si les joueurs étaient mis au repos après une légère commotion, il y aurait beaucoup moins de dégénérescence à long terme que s'ils continuent à jouer. Et empiriquement, les critères pour dire qu'il y a une commotion cérébrale ou non, il y en a. Donc historiquement, c'est cette courbe, la courbe de Wayne, qui trace si vous avez un signal d'accélération en fonction du temps, qui trace le maximum, le pic de l'accélération en fonction de la largeur du pic, le temps de contact. Et vous voyez, cette courbe noire, c'est la frontière entre le danger au-dessus. Donc si on a un impact de grande accélération et de grand temps de contact, on a un risque de commotion. Et inversement, au-dessous de cette ligne, il n'y a pas de risque de commotion. Mais cette courbe, elle est empirique. On ne sait même pas trop comment elle a été faite. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir s'il n'y avait pas des critères analytiques pour la retrouver. Donc on a regardé comment était un cerveau et puis on a essayé de simplifier. Le truc qu'on a extrait, c'est pas l'hypothèse mécanicienne classique d'impact du cerveau contre la boîte crânienne, mais plus de considérer le liquide qu'il y a dans la tête, le liquide cérébrospinal. Et donc voilà une vidéo, un exemple de choses qu'on peut observer quand on frappe un ballon de verre rempli d'eau. Vous voyez le marteau qui approche du haut. La vidéo est ralentie 3000 fois. Vous voyez qu'il se passe quelque chose en bas et que le verre se casse, non pas au point d'impact, mais à l'opposé du point d'impact. D'accord ? Alors donc, qu'est-ce qui se passe ? On peut la rejouer. Donc là, il y a un violent choc, une violente accélération du bocal. Il y a des bulles de cavitation qui se forment en bas. Et ces bulles, quand elles disparaissent, elles font une violente contrainte sur la paroi du bocal qui la fait casser. Donc qu'est-ce que c'est une bulle de cavitation ? Donc là, c'est la casquette chimie. Donc quand on a... Donc nous, à température et pression ambiante, on est là. Si jamais on augmente la température, on fait bouillir l'eau, on obtient du gaz. Et si jamais on diminue la pression, au lieu d'augmenter la température, on fait aussi une bulle, mais ça s'appelle une bulle de cavitation. C'est ce qu'on voit par exemple sur les hélices des sous-marins, qui fait des petits trous dans les hélices. Et donc, le problème, c'est quand cette bulle, elle se forme, et quand elle va s'effondrer, elle va faire un petit jet, que vous pouvez voir à partir d'ici et ici, et qui est schématisé ici, qui va venir frapper la paroi la plus proche qui est à côté de cette bulle. Et c'est ce jet qui va être destructeur. Donc nous, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est faire des expériences modèles dans des petites cuves, pas dans des cerveaux, qu'on a remplis d'eau, et puis on frappe dessus, et on mesure l'accélération et la pression au bas du tube. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand on frappe le tube, le contenant veut aller vers le bas, et par inertie, le liquide ne va pas tout de suite vers le bas, donc il y a une diminution de la pression au bas du tube, et c'est ce qu'on peut mesurer ici pour différentes tailles de tubes. Donc on voit que la pression est égale à une pression statique plus une variation de pression, delta P, et cette variation de pression, elle est négative, et elle est d'autant plus grande que l'accélération du contenant est grande. Et ça, on peut retrouver l'équation par l'équation de Bernoulli. Et donc, grâce à cette définition, on peut décrire un critère sur une accélération critique au-delà de laquelle il va y avoir une bulle, simplement quand la pression atteint la pression de vapeur saturante. Et à partir de là, dans nos expériences, on peut tracer ce critère, c'est la ligne noire, et on voit que quand l'accélération est supérieure à ce critère, on va voir des points rouges, il y a une bulle de cavitation, et au-dessous, il n'y a pas de bulle de cavitation. Ça marche plutôt bien. Pardon. Et si jamais on se remet dans la tête, donc la taille caractéristique d'une tête, c'est 20 cm, donc on regarde le critère d'apparition de bulles de cavitation, et ça correspond à peu près à 50 G. Et c'est justement les accélérations typiques qu'ils peuvent ressentir sur un terrain de rugby. Donc là, ce qu'on a fait, c'est en fait dire que sur une tête, on aurait 7 lignes horizontales. On a un seuil en accélération, mais on n'a pas du tout pris en compte le temps.
Et ça, on peut regarder qualitativement l'effet que ça aurait. Donc si jamais on fait 2 signaux d'accélération avec même amplitude maximale, mais pas deux largeurs différentes, une largeur de 1,5 et une largeur de 0,3 millisecondes. Donc c'est les 2 vidéos qu'il y a là. À gauche, c'est le temps court. On l'a pas vu. Ah, si. Donc, vous voyez, à temps court, on a des petites bulles, et à temps long, on a des plus grosses bulles. Donc, plus le temps de contact est grand, donc plus le temps où on va appliquer une forte accélération est grand, plus la bulle va grossir. Et ça, on peut traquer le rayon de la bulle au cours du temps. Et ça, on est capable de le comprendre avec les équations traditionnelles de Rayleigh-Plesset. Donc juste, ce qu'on dit, c'est qu'on a une bulle qui croît au cours du temps. Donc il y a une différence de pression entre l'intérieur de la bulle et l'extérieur. Et puis on prend en compte l'inertie, la tension de surface et la viscosité, et on arrive à décrire à peu près la dynamique de la bulle, et surtout on peut prédire le rayon maximal de la bulle. Et après on est capable de calculer en fonction de l'accélération maximale du pic d'accélération et de la largeur de ce pic, le rayon de la bulle qu'on obtiendrait. Donc ça c'est la carte que vous obtenez là. Et si jamais, donc ensuite on peut définir un critère, et si jamais un critère d'une bulle qui ferait 2 mm, c'était ça le seuil en énergie qu'il faut dépasser pour faire un dégât, donc ça on essaie de le quantifier plus rigoureusement, bah vous voyez qu'on retrouve une ligne, la ligne où tous les rayons des bulles sont égaux à 2 mm, et ça nous fait une frontière entre l'apparition de bulles de taille supérieure à 2 mm et pas d'apparition de bulles de taille supérieure à 2 mm. Et cette courbe, elle ressemble beaucoup à la courbe de Wayne. Donc ça, c'est ce qu'on fait au labo. Et ce qu'on essaie de faire maintenant avec les sportifs, les rugbyman ou les boxeurs, parce que c'est plus facile de les faire se taper dessus, c'est d'aller mesurer les accélérations et les temps de contact qu'il y a sur les vrais terrains de jeu. Donc les accélérations, c'est quelque chose qui est très documenté, mais par contre, les temps de contact, bah, ça n'a jamais été trop fait parce qu'il faut des hautes fréquences d'acquisition. Typiquement, si vous voulez la milliseconde, bah, il faut aller au kilohertz, voire à 10 kHz. Et ça, donc, c'est ce qu'on est en train de faire, de fabriquer des accéléromètres haute fréquence pour aller voir les seuils d'apparition de cavitation dans la tête. Jusque-là, c'est qu'à chaque fois qu'on y va, bah, il se tape moins fort, et puis dès qu'on part, il se retape plus fort. C'est le poids de la recherche, je pense. Et on n'a pas encore, donc là, si je trace le maximum d'accélération en fonction du temps de contact, on n'a pas encore dépassé les seuils critiques d'apparition de commotion. Non mais... on a proposé, mais... Et l'autre chose qu'on essaie de faire avec ces accéléromètres haute fréquence, c'est que, donc je vous ai parlé des hélices des sous-marins tout à l'heure, et c'est pas par hasard, c'est que, en fait, ces bulles de cavitation, on les entend. Donc quand on est dans un sous-marin avec un sonar, on est capable de détecter la présence d'un bateau dans un sous-marin à cause de ces bulles. Et donc on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les entendrait pas dans la tête aussi? Et là, c'est le signal, donc entendre ou enfin mesurer le son ou l'accélération, ça revient un petit peu au même. Et donc là, on avait mis un accéléromètre sur la cuve, et ici, vous pouvez voir le signal au cours du temps. Ça, ce temps-là, ça correspond à l'impact, mais après l'impact est fini. Et vous voyez qu'il y a des petits pics haute fréquence ici, avant que le container se mette à vibrer, qui semblent être la signature des bulles de cavitation. On ne les a pas, ces pics-là, quand il n'y a pas de bulles de cavitation, et on les a quand il y a des bulles de cavitation, et ils sont synchronisés avec l'effondrement de la bulle. Donc c'est aussi quelque chose qu'on espère voir, si jamais on arrive à voir un signal de commotion cérébrale, de est-ce que ces pics-là sont détectables ou non. Je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. Bon, ok, ben arrêtons. Voilà, ben merci de votre attention. Merci beaucoup Caroline, c'était vraiment très très intéressant. Il y a des questions? Une démonstration. Moi, j'ai une question d'ordre pratique. Tu nous as présenté 3 études différentes, vraiment variées dans les domaines d'application. Je crois qu'il y en a même d'autres. Concrètement, combien d'études comme ça en parallèle est-ce que vous arrivez à gérer? Et puis, autre question, toujours d'ordre pratique, est-ce que ce sont les sportifs qui viennent vers vous, au laboratoire, en vous posant des questions, ou est-ce que c'est vous qui allez vers les sportifs, peut-être dans le cadre de Sciences 2024,
pour chercher des sujets d'étude. Ouais, merci pour ces questions. Oui, alors bon, pour répondre à la dernière, parce que j'ai déjà oublié la première. Au début, c'était les sportifs qui venaient. Et en fait, avec ce programme Sciences 2024, l'idée, c'est d'aller les voir avant d'attendre qu'ils viennent nous voir. Et on fait ce qu'on appelle des extractions. Donc, on va voir les équipes de France, on assiste à un entraînement, on discute avec les sportifs et les entraîneurs. Et il y a plein de questions qui sortent à chaque fois. Et l'intérêt... Ah oui, Et tout l'intérêt, c'est que justement, on est plein d'écoles, plein de chercheurs qui sont impliqués là-dedans. Et on a plein de compétences différentes. Et tout le monde est bienvenu pour participer. Et donc, on se répartit les projets comme ça. Et là, en ce moment, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par le ministère de la Recherche et du Sport. Et du coup, on répond à ces appels-là pour pouvoir mener les projets de recherche, avoir un peu d'argent pour mener tous ces projets de recherche de front. J'ai aussi une question qui est un peu intéressée, et puis j'ai un peu la réponse parce que je te connais bien, mais quand même. La question est liée avec les TIPE, donc c'est pas tant sur la science de ta présentation que sur... moi, chaque fois que je travaille avec vous, que je vois avec vous, il y a des milliards de sujets intéressants. Et comme on est tous curieux et qu'on a tous des difficultés en TIPE, la question c'est comment ça se passe? Est-ce que c'est envisageable de travailler sur tel ou tel sujet? Parce que avec les écoles d'ingénieurs, ça, on a bien vu. Mais est-ce que c'est duplicable, adaptable, exploitable ou quelle est ta position là-dessus? Ouais, moi je pense que c'est tout à fait souhaitable. Même, on a énormément d'élèves qui nous contactent pour les TIPE. Alors parfois c'est un petit peu difficile de répondre à tous, surtout que c'est souvent sur les mêmes sujets, le badminton ou sur les sujets qui sont vieux. Mais justement, je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles questions. On a du mal à répondre à tout et il y en a bien sûr qui sont abordables à partir de la prépa. Et donc, mais ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait un encadrement des profs en même temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps de gérer tous les TIPE qui nous contactent, mais c'est avec grand plaisir qu'on peut proposer des sujets ou aider à faire des expériences avec le matériel qu'on peut avoir au laboratoire et même donner accès à des sportifs de haut niveau qui sont très contents d'interagir.